Alors, à d'autres médecins, on demande ce qu'ils pensent de l'homéopathie. On va enfin avoir le point de vue de l'homéopathe, l'acupuncture. Ah oui, intéressant. Oui. Ensuite, les médicaments, oui, les danger des médicaments. Et puis, qu'est-ce qu'un bon médecin? Puisque les malades parlent toujours d'un bon médecin, quelles sont ses qualités? Pourquoi les gens viennent chez vous en particulier? Enfin, je pense que vous, en plus, il y a une démarche, chez vous, il y a une démarche particulière déjà, je suppose, par rapport aux généralistes. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi les gens viennent chez vous et pas chez vous. Oui, est-ce que je suis bien placé pour le lire? C'est Oui, à eux qu'il faut demander. oui, on peut dire Ah bon? Est-ce que dans vos relations, est-ce que vous pensez que les relations médecin-malade sont difficiles en général? Pourquoi? Est-ce que vous vous sentez illégal de votre malade ou bien est-ce que c'est un rapport de force tout à fait différent? On a posé la question, c'est pas mal de médecins, pour savoir pourquoi bon nombre de malades allaient chez un guérisseur. En dernier ressort, quand vous êtes malade, si vous êtes malade, comment réagissez-vous? Est-ce que vous soignez vous-même? Allez-vous voir quelqu'un d'autre? Est-ce que vous réagissez en tant que médecin ou plutôt là, en tant que... Là, en gros, Vous faites ça à quelle échelle? Pour le moment, on a une quinzaine, il faut avoir une quinzaine de médecins. On prend le malade. Enfin, on pense bien continuer l'année prochaine sur ce sujet, mais en prenant quelque chose de plus précis de ce qu'on va tirer de l'enquête et justement approfondir cette question. Mais ça reste local. Ah oui. Là, pour l'instant, c'est local. Et c'est pourquoi? Qui c'est qui vous demande ça? c'est en psycho, En socio. oui, c'est un cours de sociologie, on devait faire une enquête. Ouais. Et donc, on a choisi ça aussi. Ça sent le dessin de préoccupation. Ah bon, c'est vous qui l'avez choisi plutôt que votre. Oui, comment oui. ça s'appelle encore des professeurs, Oui. c'est pas mal. Oui. Ouais. Oui, c'est nous qui l'avons choisi. Bah, c'est bien. Enfin, c'est bien, je veux dire, c'est bien. Voilà, balayer un tas de choses. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise sur tout ça? Pour répondre à tout un vrac? Comme vous voulez. Par quoi on commence? Bon, avec la définition de la maladie, on peut commencer par là. Alors, ça ne me plaît pas du tout. Je pense qu'il faut déjà définir la santé. Et qu'il faut. C'est très désagréable. Bon, si vous parliez aussi à un moment. Parce que personnellement, je trouve très désagréable d'avoir à s'occuper de prendre conscience qu'en fait, on vit de la maladie. Nous, on vit de la maladie. C'est-à-dire, si on extrapole, les gens étant en bonne santé, on ne vit plus. Surtout qu'on est libéraux. Donc les gens viennent nous voir et nous payent s'ils sont malades. Et s'ils sont en bonne santé, ils ne viennent pas, ils ne nous payent pas, donc on ne gagne rien. Donc à la limite, on a quand même intérêt, entre guillemets, à un minimum de malades, parce que comme le système est fait, s'ils étaient plus malades, on disparaîtrait. Et ça serait très gênant, puisqu'on ne pourrait plus vivre. Alors en tant qu'individu, on n'a pas d'autres moyens de subsistance. Alors je pense que ça c'est commun à tout système de santé, qu'on va appeler logiquement système de maladie actuel, puisque ça ne vit que si les gens sont malades, ce qui est quand même un paradoxe tout à fait scandaleux et qui montre que ça ne peut pas tourner. Prenons l'exemple soit des pharmaciens, mais c'est pareil, si les gens sont en bonne santé dans le médicaments, s'ils en vendent pas, ils ferment. S'ils ferment, à moins qu'ils aient des revenus ailleurs, mais sinon, c'est du suicide économique. L'hôpital s'est branché sur la même chose. C'est au prix de journée qu'ils sont rémunérés. S'il n'y a plus personne dans leur lit, ils n'ont plus de budget, ils sont obligés de fermer. Bon, alors là, c'est déjà la première chose qui, dans le système dont je fais partie, me paraît la plus évidente et frappante, et qui ne peut pas faire. Voilà. Donc, partir de la maladie, ça me paraît donc mauvais. Je préfère partir de la santé avec l'OMS, donc bien-être physique, mental et social. Et la maladie, c'est l'opposé, c'est-à-dire c'est ce qui vient troubler ce bien-être physique, mental et social. Ce qui fait que c'est pas forcément, c'est toujours, disons, la maladie n'existe que par le malade. C'est lui qui dit s'il est malade ou s'il n'est pas malade. Quelqu'un qui vient, s'il vient, c'est qu'il est malade. Donc,
la maladie n'existe pas en tant que, comme on dit, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades. Donc, je vais prendre une question à l'endroit tout à l'heure, le malade n'a rien. Mais ça n'existe pas pour moi. Le malade a... À partir du moment où je dis le malade, c'est qu'il a quelque chose. Hein. Voilà, hein, c'est un sujet sain qui a quelque chose. Bon, il n'a peut-être pas une maladie étiquetée, mais alors là, on rentre dans la notion de maladie telle qu'on entend classique, où il faut un certain nombre de symptômes bien précis pour dire vous avez un ulcère d'estomac, vous avez une métrite, vous avez je sais pas quoi. Et si on n'a pas ces symptômes-là, en médecine classique, on dira vous n'avez rien. Donc vous n'êtes pas malade, ce qui est complètement idiot. Parce qu'en fait, s'il est venu, c'est qu'il était malade. Donc la définition de la maladie, c'est pas c'est bien difficile à donner. La maladie, ça n'existe pas. C'est un déséquilibre de ce fameux bien-être physique, mental et social, ce qui fait qu'il y a des comme secteurs qui peuvent être perturbés et donc être responsables, enfin rendre les gens malades, ben, il y a le secteur physique, il y a le secteur psychique et il y a le secteur social. Un type qui est mal inséré et qui vient pour je ne sais quoi et qui va venir tous les 15 jours pour jamais la même chose, bon, sa maladie étiquetée va peut-être changer, un jour ça sera un doigt coupé, le lendemain ça sera une migraine, le surlendemain ça sera un accident de voiture, et l'origine de son déséquilibre, bon, ben, sera par exemple en l'occurrence là, psychosociaux, quoi, hein, puisque on ne trouvera jamais rien, si a un doigt coupé, bon, on aura, sinon on ne trouvera jamais rien sur le plan physique, au moins dans un premier temps. Alors le temps passant, par contre, il finira par somatiser, hein, c'est-à-dire qu'il y aura à la fin une ulcère d'estomac, il y aura une colique, il y aura ce qu'on voudra. Mais initialement, on n'aura pas d'étiquette morbide comme on l'entend en classique. Donc bien-être physique, mental et social, c'est très important. Alors, ensuite, la maladie par rapport aux gens, j'en sais rien. Les gens, oui, malade, c'est le reflet d'un mal-être. Hein. Par rapport à quoi? Au temps? Ah oui, par rapport à avant, ben ça je sais pas. Hein. Moi ça fait 5 ans que 4 ans que je suis installé, disons ça fait 8 ans que j'ai. Enfin, ça fait 62 que je suis dans la branche, en tant qu'étudiant bien sûr. 62, je sais pas s'ils sont plus malades qu'avant. Hein. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils sont sûrement plus dépendants, ils deviennent plus dépendants, parce qu'il n'y a plus de... Du point de vue financier, il y a la couverture sociale qui joue, du point de vue, je pense, idéologique un peu, il y a le droit à la santé, enfin ce truc qu'on conçoit mal d'avoir quelques indispositions et du coup, ouais. Et puis, troisièmement, qu'est-ce que c'est qu'il y a encore comme autre cause? Donc la cause, ils sont moins à payer, donc ils viennent plus facilement, on supporte moins bien les petits troubles, et puis troisièmement, on est de plus en plus démunis, effectivement, on est de plus en plus démunis de façon autonome, c'est-à-dire qu'avant, disons les mères, la tradition aidant étant entourée des grands-mères, des tantes et des machins, si le gamin avait une rage dedans, bah, elle faisait comme la grand-mère avait fait, et ça sortait pas du milieu familial. Maintenant, elles ne savent plus quoi faire, vu qu'elles sont en HLM et qu'elles n'ont plus leur contexte familial. Donc elles sont perdues, donc elles téléphonent, donc elles consomment. Hein. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, d'une part, on fait miroiter les prouesses techniques de la médecine, et d'autre part, on affole les gens quand on, par exemple, campagne contre le cancer, enfin, par exemple, les problèmes de dépistage, on leur fait croire que s'ils consultent à temps, ils ne seront pas malades, et à la limite, qu'ils ne mourront pas. Hein. Le mythe. Maintenant on en sort hein, du tabou de la mort. Je dis à Grenoble, il va y avoir tout un grand colloque sur la mort bientôt. On en reparle ces dernières années, mais sinon, c'est sûr que là on avait un peu paniqué les gens, alors que je pense que dans les sociétés, enfin je pense aux sociétés dites primitives, par exemple d'Amérique, celles que j'ai connues en Guyane française, bon, en l'occurrence les Indiens Wayana. Bon, bah eux, c'est tout, ils meurent, c'est pas. Si c'est une affaire, bien entendu, mais enfin, c'est dans la nature des choses et il n'y a pas à aller faire des choses contre nature pour empêcher cette échéance. Or, actuellement, par contre, nous, c'est ça qu'on essaie de faire. On accepterait bien la greffe du cœur, on accepterait bien de se faire greffer la moitié du cerveau, on accepterait bien tout un tas de trucs pour ne pas mourir, enfin, je pense. Alors qu'en fait, les statistiques de mortalité, comme on dit maintenant, elles commencent à
ça. Enfin, c'est idiot. Enfin, c'est-à-dire c'est idiot, c'est pas ça, il faut rien. C'est-à-dire que c'est idiot parce que si on extrapole, effectivement, si on confond le but de la médecine qui est de prévenir ou de rétablir, de prévenir les maladies, ou de prévention, rétablissement, je me souviens plus comment c'est de... Enfin oui, de prévenir ou de guérir. Hein. Bon, d'accord, ça c'est le but, mais ça n'a jamais été dit que c'était pour empêcher les gens de mourir. C'est deux choses différentes. Et si on confond, si on pense que la maladie c'est pour empêcher les gens de mourir, et qu'on extrapole, et qu'on réussisse, là encore, comme tout à l'heure, si on est guéri tous, bon, si vraiment on les empêche tous de mourir, c'est plus vivable. Hein, vous avez sûrement lu, c'était dans quoi, dans Le Grand Secret de Barjavel, c'est magnifique, c'est un truc de science-fiction où les gens ne meurent plus. Mais on est obligé de les tuer, parce que c'est plus pensable. Hein, si on ne meurt plus, ça va plus, il y a plus. Alors si on ne meurt plus, d'ailleurs, on s'aperçoit que pour équilibrer, si ceux qui vivent ne meurent plus, c'est ceux qui sont à vivre qui doivent mourir. Hein, c'est le problème de l'avortement, c'est le problème de ces trucs-là, dans des buts démographiques. Hein, j'entends pas dans les buts d'équilibre individuel qui se discutent, mais on est obligé de donc. Et c'est un choix à faire à ce moment-là, et on s'aperçoit que on compte sur la némésis, un impotent n'empêche de mourir, mais de l'autre côté on le tue parce que la mort fait partie de la vie, et la vie implique la mort, c'est évident. Enfin, donc les gens consultent plus, je pense, pour toutes ces raisons-là. Qu'est-ce qu'il attend du médecin? Ça, c'est pas moi qu'il faut le demander. Parce que ça, qu'est-ce qu'il attend du médecin? Bon, il faut parler aussi pourquoi les gens sont malades. C'est-à-dire, enfin, le problème de tout à l'heure, du type qui a une raison sociale ou psychosociale de ne pas se sentir dans sa peau, bon, il est malade pour sortir un peu de son problème. Donc, il n'attend pas tellement d'être guéri au sens suppression des effets, enfin, suppression de ce qu'il présente, mais il attend inconsciemment, pas toujours conscient, mais d'être guéri sur les causes. Hein, c'est-à-dire que lui, ce qu'il voudra, c'est changer de poste, en fait, et c'est pas tellement qu'on lui file des médicaments pour son ulcère ou pour son truc, et effectivement, si on change de poste et si on lui donne un autre truc, il va guérir comme par enchantement, il se retrouve dans l'équilibre. Bon, par exemple, moi dernièrement, j'ai sûrement eu une sinusite ou une grippe, j'étais tout content d'avoir une grippe ou une sinusite, je me suis pas soigné, j'ai continué à travailler, mon rêve, ça aurait pu pouvoir m'arrêter 2 jours. Bon. Et là, j'avais rien à faire d'antibiotiques ou de choses comme ça. On est malade, enfin pas toujours, hein, mais bien souvent. Il y a une raison, et la maladie n'est qu'une conséquence, enfin la maladie, les symptômes ne sont plus. Alors, raison sociologique, ben, je crois que c'est vu. On fera préciser, parce que je suis un peu brouillon, là, s'il y a des trucs qui vous... Alors, le malade qui n'a rien, bon, ça, le malade qui n'a rien, ça n'existe pas. Le malade qui a quelque chose, et la vérité. Alors, ça, c'est quelque chose qui me met aussi, qui me met en effervescence, parce que il y a aussi une mystification actuelle dans tout ce qui est science médicale, enfin tout au moins dans tout ce qui est médecine, c'est de faire croire aux gens qu'on connaît, qu'on a la connaissance, ce qui est faux. On a une certaine connaissance, mais on n'a pas là, avec un grand L ou un grand C, on n'a pas la connaissance de toute chose, c'est-à-dire que la vérité, à mon avis, on ne l'a pas. C'est pas vrai, c'est complètement faux. La meilleure preuve, ça sera par exemple les erreurs de diagnostic, hein, ou quand les gens disent « Ah, les médecins l'avaient condamné », puis vous racontez ça 20 ans plus tard. Bon, donc, ce qui prouve bien, effectivement, que sur le moment, les gens s'étaient complètement trompés. Enfin, les gens, en l'occurrence, les médecins, s'étaient trompés. Et pourquoi on n'a pas la vérité? Parce que c'est pas autant, par exemple, des sciences, comme je sais pas quoi, même, non. Mais prenons la mécanique. La mécanique ou même des ordinateurs, c'est des constructions qui ont été faites progressivement par l'esprit et la technique humaine, bon, de progression en progression, et c'est sûr que si vous avez une panne dans votre machine à laver ou votre voiture ou même dans votre ordinateur, il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent parce que c'est eux qui les ont construits, ils vont vous dire paf. Et le bon va tout de suite trouver ce qu'il y a et le mauvais ne trouvera pas, mais il y en a quand même qui savent et le bon, on peut penser qu'il sait effectivement. Alors que, en ce qui concerne l'homme, c'est pas nous qui l'avons, c'est encore personne qui l'a, personne ne peut dire que c'est lui qui nous a construit. Et partant de là, on est absolument, c'est Carrel qui a dit l'homme c'est inconnu, et c'est vrai. Hein. Je pense que c'est une constante, enfin, c'est quelque chose à poser déjà d'entrée. On ne se connaît pas, on connaît pas et on ne connaît pas tout. Bon, on commence à connaître, hein, bien sûr,
mais on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans la tête, des interactions de la tête sur tout ça. Bon, on connaît un certain nombre de choses. La meilleure preuve d'ailleurs qu'on ne connaît rien, c'est qu'on continue à découvrir. Hein. Donc la vérité s'oppose avec le progrès. Dans la mesure où il y a progrès, c'est qu'il n'y a pas encore vérité. Hein. La vérité, ça progresse plus c'est, et puis c'est comme ça. Donc la vérité, on ne l'a pas, ce qui laisse la porte ouverte au progrès. Donc dire à quelqu'un, le problème de la vérité, quelqu'un qui a, par exemple, le coup du cancer, il a un cancer ou il a... Bon, dire ou ne pas dire, je pense que dire qu'il a un cancer, c'est pas encore ce que j'appellerais, moi, lui dire la vérité. C'est lui dire un des éléments du problème, mais la vérité, on ne peut pas la lui dire. Et effectivement, il y a des gens qui vont mourir dans les mois qui suivent avec, par exemple, un cancer d'une certaine forme, et il y en a d'autres qui ne vont pas mourir. Hein, et qui vont survivre, et qui vont se défendre, et qui vont se... Donc, moi je pense que c'est pas au niveau... Enfin, la vérité, on l'a pas. Ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on sait, ou ce qu'on croit. Et alors, est-ce que c'est une question, alors disons, peut-être plus de sincérité que de vérité? Est-ce qu'il faut être sincère avec le malade? Or, sincèrement, quand les gens me demandent ce qu'ils ont, par exemple, la plupart du temps, je dis, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous avez. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a ci, qu'il y a ça, qu'il y a ça, mais véritablement, ce qu'ils ont, c'est-à-dire pouvoir dire, c'est ça, et puis expliquer depuis l'alpha jusqu'à l'oméga ce qui se passe, j'en sais rien. Hein, c'est sûrement eux les mieux placés, parce que c'est eux qui sentent. Ils ne savent pas non plus, mais ils le ressentent. Hein, donc, c'est plus une question de sincérité que de vérité. Mais donc moi je suis plutôt partisan on en revient là sur la relation d'égalité de tout à l'heure, si les gens demandent, de leur dire ce qu'on sait et surtout ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire leur montrer la relativité de ce qu'on sait. Je pense par exemple à une malade qui avait eu un frottis vaginal, cervico-vaginal, on lui avait trouvé des cellules néoplasiques, des cellules cancéreuses. Moyennant quoi, on lui a enlevé, le bout de son col, juste le bout du col. On a fait des analyses de tout le col, alors en coupe serrée, on n'a pas retrouvé de cancer du tout. Donc, je pense, on ne pouvait pas lui dire, vous avez un cancer, la meilleure preuve, c'est qu'on se serait trompé. Tout ce qu'on pouvait lui dire, c'était qu'effectivement, on avait trouvé à un examen une cellule, mais que ça n'avait pas forcément une signification. Alors, toute la vérité, ça, je pense que... Et il y a des gens, par exemple, qui refusent de se faire opérer des cancers et qui vivent pas mal. Moi, j'en ai une, ça fait 5 ans qu'elle a un cancer du sein. Bon, bah, elle a toujours son cancer du sein, elle a toujours son... Mais elle vit en équilibre. Et il serait intéressant de faire les... Ce qui est assez... oui, de faire les... Disons, de voir les conséquences à terme, hein, ou à moyen et long terme, des interventions qu'on fait, par exemple, de façon aussi brutale que, par exemple, la chirurgie. On dit qu'il faut absolument, il ne faut pas rester avec ça. Or, pourquoi les gens, à un moment donné, ont faim? Bon, j'en sais rien, mais très probablement, c'est pas par hasard, c'est pas comme ça que ça vient, c'est pas... Hein, et penser que c'est là la cause de tous leurs maux, par exemple, c'est-à-dire pour prendre le cancer du sein, que le cancer du sein est la cause de tous leurs maux, je pense que c'est faux. Constater que si on laisse évoluer, ça va devenir cause d'autres maux. Alors je pense que c'est vrai. Pardon. Oui. Oui, vous êtes déjà venu me consulter, madame. Ah, alors le problème, là, c'est que ça nous amène fin juillet. Eh oui. Je suis désolé. Bon, que si on lui laisse son cancer, après elle fasse des métastases, ou qu'après elle fasse une ulcération de la peau, ou qu'après elle fasse ça, et que l'ulcération soit la conséquence directe de sa tumeur, je veux bien, hein, ça c'est sûr. Mais le cancer était lui-même la conséquence d'autre chose. Et en opérant comme ça, on ne fait que supprimer une cause, on n'a pas supprimer une conséquence, on n'a pas supprimé la cause. Donc, être vraiment affirmatif en disant il faut absolument vous opérer parce qu'on n'a pas le choix, moi je ne suis pas d'accord, tout au moins c'est jamais de gaieté de cœur, alors que je trouve qu'en médecine normale, ça semble aller de soi. Il y a une vésicule qui ne fonctionne pas, il faut l'enlever. C'est un peu, j'aime assez le parallèle, enfin, si vous voulez, le problème des causes et des conséquences, c'est un peu comme au moment de 60, je ne sais plus, il y a 2 ans, la grève des PDT, on disait que c'était la faute des syndiqués, des militants syndicaux. Effectivement, si on les avait tous tués, la grève se serait rapidement arrêtée. Mais alors, est-ce que, raisonnablement, on aurait pu penser que ça allait tout arranger? Sûrement pas. Ça tasse les trucs pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais ça ressort. Il n'y a qu'à voir en
en Espagne, par exemple, des choses comme ça. Bon, la répression, ça va bien un moment, mais bon, eh bien, je pense que pour l'individu, c'est à peu près la même chose. On réprime certains appels, en quelque sorte, parce que une certaine chose, mais on n'a pas répondu à la question. Et alors l'ennuyeux d'ailleurs, c'est que du coup, à partir du moment où on a supprimé ce point d'appel gênant, mais qui est en fait un point d'appel plus qu'une cause à supprimer, après on ne sait plus quand est-ce qu'on est sur la bonne direction, du point de vue traitement, ce qu'on est véritablement rééquilibré, on ne sait plus quand est-ce que ça va mieux, quand est-ce que ça va moins bien, puisqu'on a coupé les témoins du déséquilibre. Enfin les témoins les plus... Pour ça on n'est pas du tout chirurgique. Ce qui n'empêche pas que si vous avez une appendicite, par exemple, sur le plan théorique, moi je pense quand même que c'est une conséquence de quelque chose, mais sur le plan pratique, on se dit maintenant, enfin avec ce qu'on connaît quand même, si l'appendicite éclate, par exemple un appendice éclate, ça donne une péritonite, ainsi de suite. Donc, bon, ben, c'est pas de gaieté de cœur, mais on pourra quand même faire opérer l'appendice, hein, bien entendu, on ne va pas laisser crever pour la beauté du raisonnement. Mais c'est une insatisfaction et on se dit toujours qu'il y a sûrement une autre voie qui pourrait faire qu'en supprimant la cause de l'inflammation appendiculaire, eh ben, il y avait moyen d'éviter ça. Donc on est quand même chirurgicaux dans certains cas, mais c'est jamais avec la même satisfaction que ce qu'on nous laisse croire dans l'enseignement classique. Bon, le médicament, alors le médicament, là, il y a beaucoup de choses à en dire. Alors, le problème du médicament, c'est c'est le problème c'est un problème qui est vaste. Bon, c'est le problème de l'unité de l'individu. Il y a quelque chose qu'on a complètement, j'en sais rien, mais enfin que ceux qui m'ont enseigné ont complètement perdu, puisqu'ils ne l'ont jamais dit pendant que je faisais mes études, c'est le problème de l'unité de l'individu. C'est-à-dire que l'individu, c'est unique, unicité, mais c'est aussi un tout. Bon, pourquoi on ne nous l'a pas dit, j'en sais rien. Mais on le perd, et c'est pourtant une évidence, puisque autant 0 plus 1 milliardième de seconde, au moment de la fécondation, c'est une cellule. Et c'est une cellule qui a les problèmes de tout organisme monocellulaire, et qui a les problèmes de la vie, de toute vie, hein, c'est-à-dire des problèmes d'échange, des problèmes d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Et en fait, c'est le problème de toute chose vivante, que ce soit une chose unicellulaire, que ce soit une chose pluricellulaire, que ce soit une chose individuelle, un individu pluricellulaire, que ce soit une chose comme la société, qui à partir du moment où elle constitue le corps social, comme on dit, le corps social, mais là il y a encore des problèmes d'échange, des problèmes d'assimilation, des problèmes d'élimination, des problèmes alors, des problèmes de quoi? Des problèmes en fait d'échange, des problèmes entre l'intérieur et l'extérieur, donc des problèmes d'environnement, et des problèmes d'équilibre entre l'intérieur de l'individu, l'intérieur de la cellule, l'intérieur de la société et l'environnement de la cellule, de l'individu, de la société. En fait, c'est qu'une question d'échelle. Donc l'individu, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est un tout, c'est pas je sais pas combien de milliards de cellules, c'est en fait un tout, qui est composé de parties, mais c'est simplement le temps qui a fait que ça s'est composé de parties. C'est-à-dire, par exemple, le temps, la cellule. Imaginons, vous avez fait de la biologie animale, là? Oui, bien sûr. Bon, oui, vous faites même de la psychologie chaude. Bon, la cellule, elle a par exemple des problèmes d'assimilation, c'est évident, d'assimilation de substances pour son édification matérielle. Bon, et les problèmes de rejet, bien évidemment, si la cellule n'élimine plus et qu'elle continue à absorber, elle crève. Bon, et à l'inverse, si elle absorbe plus et qu'elle continue à éliminer, elle crève. Bon, donc des problèmes d'absorption et d'élimination, qu'on retrouve exactement pareil au niveau de l'individu, mais disons plus spécialisé, avec dans sa multiplication cellulaire, des cellules qui sont spécialisées, elles se sont spécialisées pour assurer à un individu donné
une certaine fonction. Mais chacune de son côté, en tant que cellule, a les mêmes problèmes à son échelle. Autrement dit, une cellule intestinale, c'est fait par exemple pour absorber, mais c'est sûr qu'en tant que cellule, elle a aussi des problèmes d'absorption, des problèmes d'élimination, des problèmes de réception de l'environnement, des problèmes de... Elle a les mêmes problèmes, mais elle est spécialisée pour concourir à la survie de quelque chose qui est plus gros qu'elle. Mais bon, les cellules, tout ce qu'on voudra, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, l'homme, c'est un tout. Alors, c'est parce qu'on perd ça de vue, à mon avis, qu'il y a des choses qui se passent, enfin, qui sont un petit peu aberrantes dans ce qu'on voit. Alors, c'est un tout, c'est-à-dire que si on injecte une substance, ou si on introduit une substance dans l'individu, alors, en raisonnant en arrière-plan, si on introduit une substance dans la cellule, ça intéresse toute la cellule, ça intéresse tout l'individu. C'est-à-dire qu'un médicament, pas une substance quelconque, on va appeler substance quelque chose dont on ne connaît pas les propriétés, et médicament quelque chose dont on connaît les propriétés. En homéopathie, on a trois choses. C'est-à-dire qu'une substance, c'est n'importe quoi. Tout est substance, bien entendu, tout ce qui est matériel. Matière, c'est une substance. Ne deviennent médicaments que les substances dont on connaît les propriétés thérapeutiques. On verra comment. Et ensuite, ne prennent le nom de remède que le médicament qui a fait la preuve de son efficacité chez un malade donné. Et on va dire, par exemple, un remède de tel malade, c'est telle chose, par exemple le pulsatilla ou l'arsenic, qui est son remède, parce qu'on a fait la preuve chez lui que ça l'arrangeait. Bon, donc, toute substance introduite dans un organisme intéresse la totalité de l'organisme. De la même façon que si on l'avait introduit dans la cellule, ça ne reste pas là, ça diffuse. Ça diffuse et ça diffuse partout et ça intéresse toutes les fonctions. C'est pour ça que si on veut connaître, alors ça c'est la voie homéopathique, si on veut le problème devant la maladie, par exemple, la maladie on ne sait pas d'où elle vient, c'est physique, mental et social, mais enfin bref, le sujet est malade. Or, le sujet malade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport au sujet sain, il présente des différences, par rapport à son état d'équilibre, il présente des différences dans son déséquilibre, c'est-à-dire dans son état de maladie, lesquelles différences sera ce qu'on appelle des symptômes. C'est-à-dire que nous, on dit en homéopathie qu'il n'y a pas de maladie sans symptômes. Mais symptômes pris au sens très large, c'est-à-dire que nous, quelqu'un qui dit ça va pas et chez qui on ne trouve rien, on ne dit pas il n'y a pas de symptômes. Il y en a un énorme, il dit ça va pas. Ça, c'est un symptôme considérable. Donc il n'y a pas de maladie véritablement sans symptômes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas possible de trouver des gens, par exemple, qui meurent subitement en se disant mais avant il pétait la santé, il pétait ce... Non, ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. Même s'il était par exemple hyperactif, toujours en train de faire quelque chose, ça c'est un symptôme anormal par rapport à l'équilibre, de la sérénité, donc il n'y a pas de maladie sans symptômes. Et à l'inverse, s'il n'y a plus de symptômes, ben, c'est la santé, si les gens sont bons. Alors, où est-ce que j'en étais dans mon raisonnement? Oui, alors ça, c'est ça. Donc la maladie, c'est les symptômes. Alors le problème, on se trouve devant des gens qui sont malades, donc qui présentent des symptômes. Alors, on a deux voies. La voie, essayer de savoir pourquoi ils ont ça. C'est-à-dire la voie étiologique, en quelque sorte. Quelle est la cause de leur affaire? Et on peut, donc, se référant à la définition de la santé, bien-être physique, mental et social, voir si, sur le plan physique, par exemple, c'est sûr que si c'est des gens qui mangent mal, qu'il ait une diarrhée parce qu'il bouffe toujours du riz complet et du jus d'orange, c'est pas surprenant, il suffit de lui arrêter son jus d'orange et de lui faire manger. Bon, cause physique, les causes psychiques, voir si, s'il s'entend pas avec sa femme ou s'il est en même temps que la belle-mère, enfin bon, c'est bien évident que. Et les causes sociales aussi. Bon, mais c'est pas toujours facile, parce que d'abord, c'est pas parce qu'on a trouvé aussi qu'on peut changer la belle-mère ou changer le. Bon, et puis c'est pas toujours évident. Bon, ça c'est sur les causes, mais c'est quand même indispensable. C'est-à-dire que ça sert à rien. C'est ce qu'on appelle les causes occasionnelles en homéopathie. Parce que, oui, cause occasionnelle, parce qu'un sujet véritablement bien en équilibre est très équilibré dans une situation déséquilibrante,
doit rester équilibré. On a tout un tas de mécanismes, tout un tas de réserves de tous les niveaux, que ce soit psychique ou ce qu'on voudra, pour faire face en principe à une situation conflictuelle. Par définition, au niveau de la cellule, l'extérieur est hostile par rapport à la face. C'est toujours un problème de défense et d'hostilité. Hein. Donc la vie, c'est justement ce qui arrive à équilibrer. Bon. Donc si on trouve des causes extérieures, c'est bien, il vaut mieux les enlever, mais ça fait quand même partie de la vie. Or, c'est donc qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur qui fait que la moindre réflexion de la belle-mère de foot en run, ça va pas. Hein. C'est pas tout à fait normal. Alors on peut supprimer la belle-mère, ce qui arrangerait quand même les choses, mais ça ne ferait pas ça n'expliquerait pas tout. Alors, pour expliquer tout, eh bien, il reste après essayer de savoir, de connaître les mécanismes qui vont faire qu'à partir de tel stimulus à l'extérieur, on va avoir tel symptôme. Alors, c'est la voie, si vous voulez, un petit peu classique actuelle, c'est-à-dire qu'on fait des recherches, des recherches sur les métabolismes, des recherches sur le fonctionnement, essayer de savoir à quoi sert ça, pourquoi c'est là, et puis pourquoi c'est là, du genre, bon, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est qu'on peut dire, le Parkinson, par exemple, donc il y a quand même, bon, le Parkinson, c'est des syndrome extra-pyramidaux avec ça. Bon, alors pourquoi il y a ça? Alors on avait trouvé au début que c'était parce que on a donné de l'atropinique, il me semble. Oui, on a donné de l'atropinique, ah oui c'est ça. Parce qu'il y avait peut-être une hyperacceptabilité musculaire, si vous voulez. Bon, on a arrêté les symptômes à partir d'un certain niveau métabolique en disant, bah oui, si ça tremble, c'est parce que, oui, tant pis c'est marqué, mais c'est pas une leçon parce que c'est très mauvais, c'est très vague. Hein. Bon, si vous voulez, on s'est arrêté au maillon supérieur. Bon, on s'arrête au maillon supérieur, mais ça n'explique pas pourquoi le maillon supérieur existe, même si on arrive à le neutraliser, on n'a pas résolu le problème. Bon, maintenant, on s'en est arrêté aux noyaux gris centraux. Bon, on s'est aperçu que ça manquait d'un comment on va appeler ça, d'un enzyme, enfin de dopage, je sais plus ça, non, ça n'a pas d'importance. Non, c'est pas, non, ça fait rien. Ça manque de dopa, on amène de la dopa. Mais on n'a pas résolu le problème, pourquoi ça manquait de dopa. Vous voyez ? Alors, on progresse, mais on n'est jamais, à l'oméga de la chose, ou à l'alpha. Bon, et alors, les médicaments, oui. Alors, les médicaments, donc, ont deux origines, ou bien, ça va avoir une origine physiologique, c'est-à-dire que si on a remarqué que, par exemple, l'estomac sécrète de l'acide chlorhydrique, bon, ça c'est quelque chose qu'on peut voir en physiologie. On voit un type qui digère mal, on lui pompe l'estomac, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'acide chlorhydrique. Bon, ben voilà, l'acide chlorhydrique, il va devenir un médicament, en l'occurrence chez lui, on va lui donner de l'acide chlorhydrique. Bon, et c'est tout à fait rationnel, encore que ça n'explique pas pourquoi il n'y a pas d'acide chlorhydrique. Mais on fait de la palliation, et avec des substances qu'on donne pour une raison précise, même si cette raison n'est pas tellement, en fin de compte, satisfaisante, mais on sait pourquoi. Bon, mais donc en calquant sur les substances qu'on trouve dans l'organisme, si elles manquent, si elles sont en excès, on essaie avec d'autres substances qui sont de l'extérieur de neutraliser ou de compenser. Bon, sinon autrement, devant une substance, par exemple l'arsenic, savoir à quoi sert l'arsenic et qu'est-ce qu'on pourrait faire de l'arsenic, ou tout au moins, je reviens sur mon premier raisonnement, c'est-à-dire que le sujet est malade, qu'est-ce qu'on peut faire? On a évidemment l'idée de prendre les choses qui nous entourent, comme bon, les hormones de bonne femme, les choses comme ça toujours donc scellé de l'extérieur pour rétablir, mais quelles sont les propriétés thérapeutiques de ce qui nous entoure? Alors, c'est là que ça diverge parce que donc le problème c'est l'expérimentation. Il faut expérimenter pour savoir ce que ça donne. Mais alors, l'unité de l'individu a été perdue de vue dans l'expérimentation classique. C'est-à-dire que, évidemment, ils ont expérimenté l'arsenic, par exemple, sur essayer d'abord la structure chimique. Enfin, ils ont pris ça par un goût qui les a amenés à expérimenter chez l'animal, à essayer de voir ce que ça donne chez l'animal, et choses comme ça. Et puis après, prenons par exemple, tous les médicaments classiques, c'est comme ça. Bon, ils ont un effet thérapeutique chez l'animal, et après ils sautent, et ils vont expérimenter chez l'homme. Et c'est là que ça va plus. Parce que si vous voulez, il y a un hiatus énorme entre le végétal, l'animal, et enfin pas un hiatus, mais il y a quand même une différence qualitative importante, dont à preuve la thalidomide dans toutes les mémoires. Hein. Chez la souris c'était parfait, ça donnait absolument pas de trucs de malformation embryonnaire, et puis là, manque de peau, chez l'homme, ça en a donné. Hein. Parce qu'il y a quand même une différence de complexité, une différence qui fait, pour s'en de pas une souris,
et moi non plus, bien qu'on en ait certaines parentés, mais on n'est quand même pas. Donc, tant qu'on expérimente en dessous, hein, quand on n'est pas au même niveau que le niveau thérapeutique, on s'expose à des surprises désagréables. Bon. Et en particulier, par exemple, bon, pour la médecine classique, c'est bien net. Donc, d'une part, ils expérimentent en dessus, c'est-à-dire ils expérimentent sur des animaux, et d'autre part, ils expérimentent encore sur les morceaux. C'est-à-dire qu'ils ont coupé, ça fait longtemps, ils ont coupé l'individu, pour eux ça n'existe plus, c'est le domaine du gastroentérologue, c'est le domaine du rhumatologue, c'est le domaine du gynécologue, et chacun s'imaginant qu'il est indépendant de... Bon, ça c'est quand même tout à fait magnifique. Du point de vue conceptuel, je pense que ça c'est vraiment un des trois points, hein, avec si on extrapole la survie, c'est plus vivable, si on extrapole la guérison, tout le corps sanitaire ne peut plus tourner parce que... Et ça c'est le troisième, il me semble, que ça va pas. Hein. C'est basé sur le morcellement de l'individu, et par définition, l'individu c'est pourtant indivisible, hein, sinon ça ne s'appellerait pas l'individu. Et effectivement, si on le divise, c'est plus l'individu. L'estomac, tout le système gastro-entéro hors de l'individu qu'il porte, ça n'est plus l'individu, bien évidemment. C'est quelque chose de bon, c'est ce qu'on voudra. Hein. C'est des cellules, on retombe au niveau très nettement inférieur de la cellule, mais qui est déconnectée de son... ça ne peut pas aller. Bon, alors, ça a été... c'est tout à fait caractéristique de la médecine classique, de l'expérimentation classique, parce qu'ils ont commencé tout de suite par les morceaux. Ça a été, bon, c'est comme ça. Ce qui ne veut pas dire que, avec le temps, si on leur laisse le temps, ils vont s'apercevoir, le gynéco va s'apercevoir que tout compte fait, ce qui se passe au niveau ORL, c'est pas tout à fait sans impact sur ses affaires. Le psychiatre va peut-être apercevoir que, ils s'en sont déjà aperçus avec les psychosomatiques, mais ils ont des vues assez... mais ils pensent que c'est eux qui dépendent... ils pensent que ça va uniquement comme ça. Or, en fait, ça va aussi dans l'autre sens. Hein. Enfin, bon. Donc, on va s'apercevoir des interactions avec le temps. Et je pense qu'avec le temps, tous les morceaux vont se recoller. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr, avec la recherche, on s'aperçoit, par exemple, que je ne sais quoi, là, les prostaglandines, c'est très à la mode. Alors, l'aspirine... je ne sais plus le détail, mais je crois qu'elle agit par l'intermédiaire des prostaglandines. Or, les prostaglandines, ça se trouve dans la prostate et puis peut-être dans l'utérus. Bon, on s'aperçoit donc que quelque chose qui est tout à fait gynéco, ce qu'on voudra, a en fait un retentissement extrêmement étendu, et en fait ça intéresse tout l'ensemble, ce qui ne surprendra pas des gens un peu sensés, puisque... bon. Mais je pense que ça, ils arriveront à faire le recollage. N'empêche que pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est l'éclatement dans des spécialités de plus en plus étroites. Ce qui fait que notre médicament, par exemple, qu'on aura expérimenté, qui se montrera tout à fait valable pour une affection, par exemple, localisée comme le rhumatisme. Oui, entre guillemets tout ça, parce que c'est pas du tout ce que je pense. Mais disons, ils essaient de voir l'influence d'une substance sur des phénomènes inflammatoires localisés. Bon, et puis ils trouvent, c'est magnifique, je sais pas moi, les cellules au microscope, vous voyez les trucs là, qui se dégonflent, là ça va mieux, l'inflammation diminue, tout ça. Et ils en extrapolent le traitement, mais alors manque de peau, c'est que le traitement, ils ne peuvent plus le faire au niveau des cellules gonflées, ils sont obligés de passer par comme tout le monde, par l'ensemble. Et ils donnent à l'individu global la substance censée aller exclusivement au niveau de la lésion localisée, et ils espèrent que ça fera ce qu'ils ont observé en expérimentation, disons au laboratoire. Manque de peau, à partir du moment où on met quelque chose dans l'individu, ça intéresse la totalité, et c'est ce qu'on appellera les effets secondaires. Hein, parce que bon, ça va provoquer des symptômes ailleurs, c'est bien évident. Ça va peut-être améliorer localement, c'est possible, encore soit, mais ça va provoquer des symptômes ailleurs. Hein. C'est sûr que, bon, ça tombe tout le sens. Hein. Vous êtes d'accord, on peut le faire avec les infections. Tester, bon, dire par exemple, vous avez un furon, alors, en médecine classique, on va dire, si vous avez un furon, c'est parce qu'il y a un germe. Tuons le germe, vous n'avez plus de furon, vous êtes guéri. Vous voyez, ça va comme... Bon. Alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que nous, on va raisonner. Ça ne veut pas dire qu'on ait raison, mais enfin, je trouve que c'est quand même plus satisfaisant pour l'esprit. On va raisonner dans l'autre sens, on va dire, c'est pas parce que vous avez un furon que vous êtes malade, mais c'est parce que vous êtes malade que vous avez un furon. Il y a un déséquilibre qui fait que
se cristalliser, la défaillance à cet endroit-là, et puis le germe passant là, mais il y en a partout, des germes, tout le monde en a, et ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'environnement. Un germe arrive, s'installe, et le furoncle arrive. Et le problème pour nous, c'est pas de supprimer le germe qui lui n'y est pour rien, ou tout au moins il a profité de l'occasion, mais l'occasion c'est pas lui qui l'a créée, c'est de rétablir l'individu, parce que sinon, si on dit que c'est le germe, alors c'est le germe, donc on le prend, on le met dans une éprouvette, on le fait pousser, on voit qu'est-ce qui le tue, hein, les antibiotiques, la concentration minimale efficace, et du coup après on va extrapoler, enfin on va transposer le problème chez l'individu, et pour avoir, disons, cette hauteur-là d'antibiotiques au niveau du foyer infectieux, on est obligé d'en mettre cette hauteur-là dans l'ensemble, parce qu'évidemment, là, il y a des problèmes de concentration, de déconcentration, qui fait qu'on est obligé d'inonder l'individu de la substance pour être sûr, parce qu'il faut être logique, qu'au niveau local, on aura bien le niveau qui nous a donné la mort du germe. Donc on voit bien que c'est quand même pas tout à fait ça, hein, et que ça n'a qu'une apparence de rigueur scientifique. Hein. Autrement dit, si je mets un mégot dans le cendrier, il est bien évident que si je remplis le cendrier d'eau, le mégot va être éteint. Mais si je n'ai pas accès au cendrier de façon directe et qu'il faut que j'inonde la pièce jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau au ras du cendrier, ben, il y aura quand même pas mal de dégâts. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Bon. Ce qui ne veut pas dire que si en laissant les choses aller, ça fait brûler toute ma pièce, j'ai quand même encore intérêt à l'inonder à moitié. C'est par exemple l'exemple des septicémies, hein, ou l'exemple des méningites, ou l'exemple des choses comme ça, où la cause, ou la conséquence, le germe n'était toujours qu'une conséquence, mais il prend une importance telle qu'il devient à son tour une cause. Hein. Et du coup, là, il ne faut pas être plus pressé, on fait la part du feu, il faut tout de suite, bon. Donc c'est quand même différent. C'est ça pour dire, par exemple, que les antibiotiques, dans certains cas, peuvent avoir un intérêt considérable de sauvetage. Hein. D'ailleurs, dans certains cas, ça vaut la peine d'inonder tout le sujet parce que sinon on sait qu'il va mourir. Alors, ça pose le problème tout à l'heure. Bon, alors donc, tandis que, alors nous en homéopathie, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, en homéopathie, on ne change pas de niveau. C'est-à-dire qu'on a nos substances et on les expérimente chez le sujet sain. Quel est l'avantage? Eh bien, c'est que le sujet sain est susceptible, lui, de nous dire tout un tas de choses que ne pourra jamais nous dire l'aura. C'est-à-dire qu'il est susceptible d'exprimer tout un tas de sensations, tout un tas il nous donne tout un tas d'informations, pour parler en plus général, que l'animal ne peut pas nous donner, que l'expérimentation au laboratoire ne peut pas nous donner, et il nous donne des informations sur l'effet global d'une substance sur un organisme en équilibre. Parce qu'on pense en homéopathie que toute substance a des propriétés de déséquilibre. Hein, c'est-à-dire que ça va déséquilibrer l'individu et ça va provoquer des maladies cette fois-ci expérimentales, comme les intoxications. C'est sûr que si vous avalez de l'aconite, à dose suffisante, vous allez probablement mourir, et vous en mourrez de façon différente que vous mourrez de l'intoxication par le phosphore, ou que vous seriez mort de l'intoxication par le plomb, ou je ne sais quoi. Donc, si vous voulez, quand même, chaque substance provoque des effets très particuliers sur l'organisme, et l'individu sain en équilibre, c'est pas la peine de faire mourir à chaque fois, des doses extrêmement faibles arrivent à perturber un petit peu son équilibre, et ça devient spécifique. Si on fait l'expérimentation sur un nombre suffisant de sujets, on arrive à voir à peu près quels sont donc les symptômes expérimentaux engendrés par une substance. Bon. Alors par exemple, les symptômes, pour faire la différence, par exemple, on parlait d'angine tout à l'heure, enfin, on ne parlait pas mais j'y pensais. Bon, c'est sûr qu'une douleur, pour nous, une douleur de gorge, l'individu qui la ressent a tout un tas de choses à nous dire sur une douleur de gorge. Enfin, il est capable de nous dire si c'est à droite, si c'est à gauche, si ça le brûle, si ça le pique, si c'est amélioré en buvant chaud, en buvant froid, si c'est mieux quand il mange ou si c'est pas bien, si ça va vers l'oreille, si ça va pas vers l'oreille, si en même temps il a une douleur dans les reins, ou si en même temps sa température s'accompagne de frissons comme ci, de fièvre comme ça, de sueur. Tout ça il peut nous le dire, et personne d'autre, enfin, il n'y a pas une autre
une autre chaîne expérimentale qui peut nous dire ça. Le rat ne nous le dira jamais. Le rat, lui, on lui donne ça, après on l'analyse et on verra effectivement qu'il y avait des abcès au niveau de l'amygdale, qu'il y avait des abcès au niveau scondural, mais il ne nous aura pas dit les sensations. Or ça, l'individu est capable de nous le dire, donc l'individu malade est capable de nous le dire, et l'individu sain consumé à une expérimentation homéopathique est capable aussi de nous dire ça. C'est-à-dire que l'expérimentation homéopathique va provoquer chez les gens des troubles un petit peu analogues à ce qu'on voit dans les maladies. La seule différence, c'est que si on arrête l'intoxication, tout disparaît. C'est-à-dire qu'on a déséquilibré artificiellement, mais dès qu'on arrête, ça reprend, et au dire des expérimentateurs, qui sont de plus en plus rares, ça s'est fait il y a bien longtemps, ça, mais c'était au contraire, on se sentait encore mieux après, ça faisait un petit peu d'exercice en quelque sorte. Bon. Alors, la substance, donc, on la connaît on connaît ses effets sur l'homme sain. Alors, c'est donc très, très, à mon avis, très scientifique. C'est une expérimentation objective, scientifique, mais avec comme réactif, non pas le rat, non pas je ne sais quelle chose chimique, mais avec comme réactif l'individu en équilibre. Alors, les individus sains, on peut discuter, ça n'existe pas, ceci, cela. Mais, disons, on peut toujours faire la différence entre l'état avant la substance, l'état pendant, l'état après. Et par soustraction, à condition que, bon, effectivement, d'ailleurs c'est important quand on fait l'expérimentation, il ne faut pas avoir une vie tout à fait débordante, il ne faut pas avoir d'autres raisons de présenter des symptômes, mais en tout état de cause, la pluralité des expérimentateurs permettrait de chanter les particularités extérieures à chaque. Bon, alors on a donc un tableau expérimental alignant les propriétés thérapeutiques, les propriétés pharmacologiques d'une substance. Et alors, la chose qu'il faut faire en homéopathie, c'est avoir le contre-type chez le malade, c'est-à-dire avoir le tableau symptomatique du malade, et si les symptômes du malade et les symptômes de l'expérimentateur, enfin, ou les symptômes engendrés par la substance sont semblables, on donne la substance, mais à dose infinitésimale au patient, et on voit l'équilibre qui se rétablit. C'est ce qu'on appelle la loi de similitude sur laquelle est basée l'homéopathie. C'est très satisfaisant parce que nous, on est basé sur quelque chose d'extrêmement de solide qui ne change pas. C'est-à-dire pourquoi on va donner belladone aujourd'hui à une angine? Eh bien, on va lui donner belladone parce que l'intoxication par la belladone chez le sujet va donner des phénomènes inflammatoires au niveau de la gorge, etc. S'il a le même tableau aujourd'hui, on va lui donner belladone. S'il avait eu le même tableau il y a 100 ans, on lui aurait encore donné belladone. Et s'il a le même tableau dans 150 ans, on lui donnera encore belladone. Parce que là, on est véritablement sur c'est pas une vérité, mais enfin, c'est quelque chose qui est constant de la même façon que actuellement, ça doit tomber à je ne sais plus combien, 9 cm. Ça tombait encore à la même vitesse, et dans 300 ans, la force de gravité sera à peu près toujours la même. Là, on est quand même au niveau de quelque chose qui est assez immuable, et qui est une loi biologique qui ne dépend pas du progrès. Par exemple, le progrès en homéopathie, c'est l'expérimentation de substances nouvelles, mais ça ne remet pas en question les substances acquises. Alors, bon, vous me poserez des questions après. Alors, le médicament danger, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le médicament de plus? Oui, ici j'insiste donc sur le fait que nous, c'est expérimenté chez le sujet sain, donc il n'y a pas de surprise quand on passe du sujet sain au sujet malade, parce qu'on est toujours au niveau de l'individu. C'est expérimenté sur la totalité de l'individu, puisque c'est un sujet sain qui expérimente, il est capable de nous dire ça perturbe son sommeil, son psychisme, tout. Et c'est expérimenté aussi à dose infinitésimale et utilisé à dose infinitésimale, c'est-à-dire qu'on n'a pas le bulldozer qui rentre, c'est vraiment nous l'information à la limite la plus immatérielle possible. C'est encore un problème extrêmement intéressant. Qui sortirait un peu du cadre, mais ça fait rien, je le dis quand même parce que ça me fait plaisir. Reprenons le temps de tout à l'heure. Si on prend le temps, je disais le temps 0 plus 1 milliard 1, c'était l'individu, donc par rapport à la conception, le temps 0, mais on peut continuer, on peut remonter. Alors on continue à remonter, et si on arrive à je ne sais plus combien de milliards d'années, on voit le quadrupède se dresser sur ses pattes, et si on continue à redescendre encore plus loin, et si on connaît,
on s'aperçoit dans le fond qu'on a une succession dans le temps. Alors peut-être que c'est des notions qui sont vieilles. Je veux dire, je m'appuie beaucoup sur Teilhard de Chardin, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, s'il est très remis en question. Mais moi, ça me satisfait beaucoup l'esprit. Alors, comme c'est moi qui parle, je vais vous dire ce qui me satisfait, même si actuellement on prétend. Mais je ne crois pas. Hein. C'est-à-dire qu'au temps zéro, au temps zéro, on ne sait pas ce qu'on a. On peut prendre les bons livres, hein, comme la Bible ou des choses comme ça, mais ils disent ça de façon très poétique. Mais n'empêche qu'en fonction du temps, on voit simplement une complexification progressive. Pardon. Oui. Oui, je vous laisse entrer en salle d'attente, je suis un peu en retard. Hein. On a une complexification progressive de la matière. Bon, complexification qui fait que du minéral, on va passer sous l'effet des agencements atomiques. Et bon, déjà l'hélium hein, qui se complique avec un électron et ainsi de suite. Hein, ça va de soi, ça paraît gagner bien. Au niveau de la matière, et puis après, bon, si vous avez des atomes on arrive au végétal, et le stade suivant, avec le temps, nous fait arriver à la première cellule, enfin, qui va évoluer de monocellulaire en pluricellulaire, bon, avec toujours, bien entendu, tout un tas d'arborescences qui sont des tentatives de réponse par rapport à l'environnement. C'est-à-dire, toujours pareil, le coup du dedans et du dehors, il faut s'équilibrer. Bon, il y en a qui ont choisi la voie, du style non pas Pitéganthrope, le poisson, des poissons avec des armures. Enfin, c'est une réponse de la vie, alors de la vie aussi avec un grand V qui commence ici, qui continue et qui continuera bien après, de réponse, d'adaptation vis-à-vis de l'environnement. Étant entendu que dans le même temps, bon, ben, la matière, c'est pas parce que les végétaux, ça sort de là, mais la matière est toujours là. Les animaux sont évolutivement postérieurs aux végétaux, mais il y a toujours évidemment des végétaux. Et l'homme est postérieur évolutivement aux animaux, mais il y a toujours des animaux. Il y a toujours, je pense, des tentatives d'adaptation de plus en plus perfectionnées, toujours au niveau végétal, toujours au niveau animal. Alors, ce qui est amusant de voir, c'est que nous, par exemple, du point de vue des substances, encore que ce ne soit pas discriminatif, hein, mais enfin, on utilise des substances naturelles, c'est-à-dire dont la synthèse a été faite par la nature. Et c'est marrant parce que, si vous voulez, il est probable, et on trouve un mécanisme qui est chez nous, je ne sais pas pourquoi, la faute de vision, eh bien ce mécanisme-là, c'est pas nous qui l'avons mis au point, ça a été mis au point depuis que le premier œil est arrivé, il a dû arriver sur je ne sais pas quel végétal, ou enfin des histoires de pigments photosensibles, c'est l'ancêtre de l'œil, mais ce qui est marrant, c'est de voir que nous, on a bénéficié des découvertes, si vous voulez, de ceux qui nous ont précédés, et qu'en fin de compte, les solutions trouvées au début se sont perfectionnées, mais sont toujours quelque chose qui est important pour nous. Hein, vous voyez, c'est un petit peu un truc modulaire qui se perfectionne, mais n'empêche que le module initial est commun à des bons. Et c'est pareil pour toute chose, c'est-à-dire qu'une molécule, ce qui fait qu'une rose, ça ne ressemble pas à une marguerite, et que ça ne ressemble pas à un chêne, et que ça ne ressemble pas à un lapin, bon ben, disons cette spécificité de la matière sous forme vivante, par exemple, ou même cette spécificité du carbone sur le... Eh bien, disons, c'est difficile à formuler, mais prenons les substances. Je pense que les substances extérieures résonnent sur nous, enfin ont une action sur nous, en ce que dans le fond, elles viennent en résonance sur des mécanismes qui leur sont communs à eux, parce que un végétal c'est quelque chose de très élaboré, et si on voulait, hein, et qui sont communs à nous, en ce que on est dans le fond des cousins éloignés, enfin pas des cousins, mais on est des descendants éloignés de... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, et alors bon, sur ça, c'est tout à fait personnel, ça n'a rien à voir avec l'homéopathie. Hein. Parce qu'on pourrait prendre, l'homéopathie, on peut prendre très bien un médicament de synthèse. On peut très bien, je ne sais pas moi, utiliser le Mandrax ou du Seresta. Bon, le Seresta, on pourrait dire, on va l'utiliser en homéopathie. Mais comment on ferait pour l'utiliser en homéopathie? Il faut d'abord voir ce que ça donne chez le sujet sain, à dose infinitésimale. On voit les perturbations engendrées par le Seresta. Bon, et à ce moment-là, si on a un sujet malade qui présente les mêmes perturbations, on va donner du Seresta. Mais pas à ces doses-là, évidemment. C'est des doses beaucoup trop fortes. C'est pas ça, c'est l'effet de masse qui joue, c'est pas du tout l'effet fin. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas forcément donc naturel, l'homéopathie n'est pas synonyme de naturel. Hein, ça n'a rien à voir. L'homéopathie, c'est la loi de similitude, c'est un banc d'essai, on teste une substance pour savoir ce qu'elle provoque,
et après on l'utilise. Mais quelle que soit la substance, qu'elle soit de synthèse artificielle, de synthèse naturelle, bon, le bon médecin, ben, j'en sais rien. Bon, le bon médecin. Ça, c'est les autres qui peuvent vous dire ça. Que pensez-vous de l'homéopathie? Bon, de l'allopathie, ben, je vous ai dit. Ah si, on peut faire quand même les limites. Hein. Les limites. Alors je pense que les limites de l'homéopathie, c'est essentiellement d'abord les limites de l'homéopathe. Bon, alors il ne faut pas confondre. Donc, disons l'acte thérapeutique, il y a le tireur, le fusil et la cible. Le tireur, c'est le médecin, le fusil, c'est la méthode, et la cible, c'est le malade. Alors, on peut incriminer qui on veut, mais sûrement pas le fusil, ou exceptionnellement. Bon, et en l'occurrence, je pense que les générations qui nous ont précédées, si vous voulez, du point de vue qui se sont servis de ce fusil-là, en l'occurrence l'homéopathie, ont montré que quand on savait s'en servir, ça marchait très bien. Donc, c'est toujours tentant de dire « Ah bah oui, mais c'est parce que le fusil était tordu que j'ai pas... » Mais en fait, c'est plus souvent le tireur qui est incriminé, voire aussi la cible. Il y a des angles impossibles, c'est sûr qu'on ne peut pas guérir tout le monde. Bon. Donc, qu'est-ce que je pense de l'homéopathie? C'est que c'est quelque chose d'excellent, mais qu'effectivement, ça a quand même des limites. Et les limites, on passe forcément par le sujet. C'est-à-dire qu'on passe forcément par la réactivité du sujet. C'est-à-dire que la substance qu'on lui donne est à dose infinitésimale et ne peut marcher que s'il a une certaine une force vitale, enfin une réactivité suffisante. Par exemple, quelqu'un qui va faire un coma barbiturique avec 20 grammes de je sais pas quoi, 20 grammes de barbiturique, l'homéopathie ne fera rien du tout. Parce que là, il est dans un état tel que ça, il est complètement submergé de toxiques et c'est pas pensable de le stimuler. Non, il faut prendre sa place, il faut faire de la palliation et on est content que la médecine classique ait décortiqué les problèmes d'assistance artificielle, les problèmes de stimulation cardiaque s'il y a une défaillance, les problèmes de respiration artificielle. C'est de la palliation, mais n'empêche que là, l'homéopathie ne pourrait pas faire aussi bien. Et, donc, si le sujet est trop atteint, si l'on peut dire, au stade terminal, l'homéopathie ne pourra rien du tout. Par exemple, Franco, soigné par homéopathie, serait sûrement mort beaucoup plus tôt. Il était peut-être d'ailleurs, on ne va pas rentrer là. Bon, c'est pas possible de comme ça. Par ailleurs, il y a les affections, les limites aussi, c'est les affections où c'est véritablement extrêmement urgent. C'est-à-dire c'est très urgent, alors même si le sujet a une force vitale suffisante, enfin, la réaction est bonne, mais c'est très urgent, et alors là on a un problème de conscience, si vous voulez, qu'il faut tirer. On a le fusil, mais est-ce qu'on va tirer assez vite et surtout assez bien? Alors, bon, si on est sûr de son affaire, on peut tirer, ça marche très bien. D'ailleurs, même dans des cas très urgents, il y a des confrères qui, mais quand on n'est pas sûr et qu'on se dit c'est pas le moment que je tremble, à ce moment-là, il vaut mieux passer la main et prendre une autre méthode, qui sera la méthode classique, qui est plus, si vous voulez, qui est moins précise, mais qui est moins, qu'est-ce qu'on peut prendre, enfin n'importe quoi, c'est un truc suraigu comme un édémécule du poumon ou des choses comme ça. Je pense qu'en homéopathie, on peut arriver à les guérir, mais c'est tellement incertain au niveau, si vous voulez se dire est-ce que c'est ce remède-là, est-ce que c'est ce remède-là, est-ce que c'est ce remède-là, parce qu'on a des quantités de remèdes qui ont provoqué des édémies du poumon, mais dans ceux-là, il y en aura qu'un qui va marcher. Donc dans l'incertitude, on préfère prendre le traitement classique, mais là, c'est plus par prudence que par impossibilité. Bon, et puis évidemment, dans les trucs chirurgicaux, ça va de soi, si vous vous cassez la jambe, le problème c'est de la recoller, et c'est pas de donner des granules pour stimuler l'organisme, il faut déjà le mettre en condition, hein, ça c'est sûr. Donc les limites en gros, elles sont là. Bon, l'acupuncture, l'acupuncture c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais c'est pas du tout la même chose. Tout en étant à peu près pareil, ça considère l'homme comme un tout, mais c'est basé sur la connaissance de la circulation de l'énergie. Alors ça, c'est déjà quelque chose qui est beaucoup moins expérimental, parce que nous, l'homéopathie, telle remède guérit telle chose parce que ça le provoque, c'est très cartésien, c'est très logique. Bon, en acupuncture, la circulation de l'énergie, ça circule comme ça, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Bon. Étant entendu qu'actuellement, on est en train de redécouvrir que le c'est comme ça devient effectivement le rayonnement ou la radiation de l'individu, et ça, c'est vraiment quelque chose de très global, puisque ça prend comme un...
Alors ce qui est ennuyeux, c'est que toutes les ordonnances qu'on voit de guérisseurs, qui utilisent souvent l'homéopathie d'ailleurs, débouchent sur des produits par contre complexes. C'est-à-dire que des produits dans lesquels il y a au moins 20 substances dans le même flacon. Et alors là, moi je ne comprends plus parce que autant une substance, enfin, je ne comprends plus dans la mesure où ces 20 substances n'ont jamais été expérimentées tout ensemble chez l'homme sain. Si on les expérimente tout ensemble chez l'homme sain, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'on voit le mélange, donc on est une substance complexe, mais c'est quand même une substance, on voit ce que ça provoque. Mais là, alors là, je comprends moins bien, du point de vue comment ils peuvent arriver à trouver une identité entre, mettons, les radiations du malade, enfin, l'influx du malade, et puis l'influx de ce truc multiple. Oui, ça me plaît moins, enfin, après tout. Et souvent, ils donnent vraiment beaucoup de choses, alors ça fait beaucoup d'influx. Puisque en fait chaque substance simple a un rayonnement, alors on ne voit pas pourquoi ils n'arrivent pas à trouver au rayonnement du malade un rayonnement d'une substance simple, je sais s'il y en a. Et oui, je trouve que c'est... Bon, je crois qu'il y a de l'avenir quand même, du point de vue... là aussi on pourra se retrouver avec les classiques, avec les histoires de magnétisme. C'est sûr que quand on connaîtra beaucoup de choses, on arrivera à trouver que la vérité en l'occurrence, celle dont tout découle, et on trouvera une unité. Actuellement, bon, les radiesthésistes, donc c'est comme ça. Les magnétiseurs, ça c'est des trucs incontestables, ils ont des dons, c'est comme ça, c'est magnifique. Pourquoi les gens vont les voir? Parce que c'est quand même magnifique. Voir des gens qui vous disent sur une photo ou en passant la main, c'est à tel endroit que se situe la lésion, c'est quand même assez troublant. Alors le problème après, c'est savoir si, bon, c'est pas le tout de savoir ce qu'on a, c'est qu'il faut s'en sortir. Alors, si ça débouche pour dire que ça vient du rein, il faut enlever le rein, c'est pas de la guérison, c'est de la palliation. Au niveau thérapeutique, ça avance pas à grand-chose. Au niveau diagnostic, c'est très intéressant. Ça, c'est sûr. Et alors, parce que oui, il y a la palliation, la guérison, c'est deux choses différentes. Mais je pense que, par exemple, les passes magnétiques, du point de vue palliation, c'est sûrement des choses... Et puis, que ces choses-là rentrent quand même dans les choses que je ne connais pas. Donc... j'en vois qu'un aspect extérieur, et bien souvent on voit les échecs, ou on voit les excès, ou on voit ces choses-là. Je ne pense pas qu'on puisse s'asseoir là-dessus pour juger ça. Alors pourquoi les gens vont chez les guérisseurs? En général, de toute façon, par insatisfaction du médecin qui les soigne. Ça m'est arrivé. Qu'est-ce que je fais quand je suis malade? Qu'est-ce que je fais quand je suis malade? Eh bien, oui, je me soigne tout seul ou je ne me soigne pas. En général, je ne me soigne pas parce que c'est quand même difficile en automédication de trouver ses symptômes, de s'interroger, de s'observer. Bon, c'est difficile, c'est plus facile, bon, posez-moi des questions, ou bien on a quelqu'un, alors on raconte, on transpose, on transfère, on fait tout ce qu'on veut, enfin c'est bon, c'est intéressant. Tout seul, c'est un peu fatigant. Alors comme en général, on est malade pour des bénéfices secondaires ou pour des choses comme ça, l'un et dans l'autre, en l'occurrence je ne me soigne pas, c'est pas parce que j'ai peur de m'intoxiquer avec l'hermène par contre. Et c'est pas non plus parce que je pense qu'ils ne font rien, c'est parce que je pense que comme je ne mets pas le paquet, je ne vais pas prendre le bon. Alors, je le prends pas. Mais quand j'ai des indications précises, ici ça m'est arrivé de me guérir une angine une fois. Pendant 48 heures, j'avais traîné un peu, j'avais pris 2-3 bricoles, mais sans trop de conviction. Et puis le lendemain matin, je me suis réveillé où j'avais vraiment une angine avec certains symptômes bien caractéristiques. J'ai pris le remède et à midi, j'avais plus rien. Mais bon, il a fallu que je me force quand même un peu. Mais c'est donc pas par, c'est pas par défiance de mes substances ou de mes médicaments. Voilà. J'ai répondu à tout ce qu'il y avait là-dessus. Complément. Comment vous situez le problème par rapport à la médecine en général, la médecine actuelle? Enfin, comment vous situez l'homéopathie par rapport à comme un complément? Enfin, les autres médecins ont situé l'homéopathie comme un complément de leur médecine à eux. Oui. Comment expliquer que certains malades, toujours mécontents, vont peut-être chercher là. Oui. Non, c'était ce disait, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas. Ouais, ça c'est au moins honnête. Oui, alors ça c'est déjà un premier point par rapport à la médecine actuelle. C'est scandaleux, parce que c'est pas enseigné. C'est scandaleux parce que pendant 7 ans, ça n'existe pas. Alors, ça n'existe pas. Alors bon, comme c'est pas enseigné, on vous forme par exemple à penser que pour
que c'est parce que vous avez un streptocoque dans la gorge que vous êtes malade, toujours le même cheminement morcelant, spécialisé et tout, et on ne fait pas du tout notion d'autre chose. Ça, c'est scandaleux. Alors pourquoi c'est comme ça d'ailleurs? Ça c'est intéressant, pourquoi c'est comme ça? Alors je pense que c'est pour des raisons, enfin pourquoi c'est comme ça, ou tout au moins pourquoi ça risque pas de changer de sitôt, hein, parce que quand on dit, par exemple ce que je viens de vous dire là, vous le dites à un rhumato. Je ne prends pas les rhumatos de Chambéry parce qu'il y a des rhumatos intelligents. Bon, mais vous le dites à un prof, par exemple, qui enseigne la rhumatologie. Et lui, il enseigne depuis longtemps que, d'abord, on ne sait pas grand-chose en rhumatologie, mais enfin que tout ce qu'on sait, lui, il le sait et que c'est comme ça. Bon. Si vous lui dites, ah mais pas du tout, là, ce malade, c'est pas parce qu'il a, comme disait Kent, un grand homéopathe des États-Unis siècle dernier, c'est pas parce qu'il a une tumeur blanche du genou, qu'il n'y avait pas de mammouth d'ailleurs, donc une tuberculose ostéo-articulaire du genou, qu'il est malade, mais parce qu'il est malade, qu'il a une tuberculose ostéo-articulaire. Bon, alors là, ça c'est vraiment très très audacieux, mais je pense que c'est vrai, mais ça peut se dire a fortiori pour un rhumatisme. C'est pas parce qu'il a un rhumatisme qu'il est malade, mais c'est l'inverse. Donc laissez tomber le rhumatisme et traiter le sujet, votre rhumatisme il va s'arranger. Ou tout au moins le sujet va rentrer dans un équilibre tel avec sa maladie qu'il se considérera comme en bonne santé. Enfin, avec les lésions dues à l'âge, hein, il va être heureux de vivre malgré son genou. Alors que là, il aura peut-être plus mal au genou, mais il va se déprimer. Bon. Dire ça à un type qui fait de la rhumato depuis 20 ans et qui l'enseigne et qui est comme ça, c'est pas pensable. Parce que, ou bien ça lui ouvre l'esprit et il se dit, bon Dieu, ouais, c'est un bruit de quoi? Non? Ouais, bon. Ou bien il se dit, bon Dieu, et ça lui ouvre l'esprit et il se met à travailler et il étudie l'homéopathie et il arrête la rhumatologie pour faire de la médecine, avec un seul, la médecine, pour prévenir et guérir les maladies. Bon, mais en général, et l'homme malade, et pas de la rhumato morcelée comme ça, ou bien ça le ferait trop casser, enfin ça remettrait trop les questions en cause, il s'effondre, il se suicide, c'est pas pensable, donc il se défend. Hein, et puis alors il rationalise, il vous dira, ah oui, ah bah vous pensez, l'homéopathie bien entendu, telle malade, elle avait une magnifique tuberculose du genou, ou un cancer des os, et puis on leur disait que c'était des rhumatismes, vous pensez, quelle bande de petits farceurs. Et bon voilà, ils extrapolent tout de suite 2-3 cas précis pour leur jeter sur la méthode. Hein. Donc, du point de vue psychologique, c'est difficile pour des médecins classiques enseignants de reconnaître l'homéopathie, parce que ça remet trop en cause leurs affaires. Pour des médecins praticiens, c'est un peu la même chose, à la seule différence qu'eux sont de bonne foi. C'est-à-dire qu'eux, on leur a appris, enfin ils ont suivi leurs études, ils suivent les congrès, ils suivent tout ça pour se tenir au courant, et on leur en parle jamais. Donc si on n'en parle jamais, alors qu'ils font confiance à notre mère, la Sainte Faculté, c'est bien que ça n'existe pas, sinon ils le sauraient. Bon, tout au moins si eux ne le savaient pas, ceux qui sont payés pour le savoir devraient le... Bon. Mais alors ils sont de bonne foi. Mais ils résistent aussi parce que même si on arrive à leur dire que ça peut, ainsi de suite, ça remet en question leur pratique, parce que, leur pratique, ils ne les satisfait pas d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si vous en avez trouvé tellement qui sont satisfaits de leur pratique en médecine classique. C'est un cas, un généraliste qui vient de s'installer. Ça fait quelques années, qui ne remet pas du tout, qui ne remet rien en question. Bon, mais enfin, tant mieux pour lui. Autrement, je crois ouais. que moi je satisfait. Donc, ou bien donc, ils se rendent compte qu'effectivement ça correspond à la satisfaction et que ça pourrait faire quelque chose, mais si ça leur demande un travail supplémentaire, d'autant qu'en plus en ce moment c'est pas enseigné donc on peut le faire nulle part, reconnaître c'est un peu dans le fond, bon, ben, c'est pousser les clients, il y en a un, il y a Perrier Albertville, je ne sais pas si vous l'avez vu, non? Bon ben lui, il dit toujours aux clients, il ne fait pas d'homéopathie mais il les envoie tous chez les homéopathes parce qu'il se rend bien compte que ce qu'on lui a appris c'est pas adéquat. Bon alors il fait surtout de la médecine sociale, il fait surtout justement sur les causes sociaux, il y a beaucoup à faire, mais sur le plan thérapeutique, il est extrêmement parcimonieux parce qu'il se rend compte que ça va pas. Qui s'intéresse beaucoup et qui va peut-être en faire. Ouais. Il se tient au courant Alors là, ensuite, qu'est-ce que c'est qu'on a dans les tenants de la médecine, les laboratoires et les pharmaciens? Bon, c'est bien évident que l'homéopathie, la réponse est évidente parce que pour des raisons de rentabilité et de choses comme ça. Alors ce qui fait qu'actuellement on a beaucoup de mal, enfin c'est pas reconnu, bon c'est pas reconnu. Alors pourquoi c'est pas reconnu aussi? Il faut quand même pas tout mettre sur le dos des confrères classiques. C'est aussi parce que, bon, comme c'est pas reconnu, comme c'est pas enseigné de façon officielle, l'enseignement officieux qu'il y a est tout à fait inégal. C'est-à-dire que c'est tout à fait inégal, c'est enseigné par-ci par-là, n'importe qui, n'importe quoi.
à la limite, après, bon, ben, n'importe qui, n'importe quoi peut s'installer et dire qu'il fait de l'homéopathie. Alors, il y en a à Marseille qui font maigrir, par exemple. Oui, Bon, magnifique, ils prétendent que c'est par homéopathie. Si on regarde l'ordonnance, on s'aperçoit déjà qu'il y a 60 remèdes, au moins homéopathiques, et qu'en plus, derrière, caché dans une formule chimique, il y a des anorexigènes, il y a des diurétiques, il y a des tranquillisants. Bon, ça, c'est positivement scandaleux. Hein. Bon, il y a... Et dans l'esprit des gens, et pour c'est de l'homéopathie, bon, ben ça va pas. Hein. Beaucoup de gens, ils vont à Marseille, d'ailleurs, même à Chambéry. Oui. Et il y en a à Paris, il y en a un qui fait pareil à Paris. Bon, et ça, c'est bon. Je trouve que c'est d'une malhonnêteté, et bon, c'est malhonnête, quoi, parce que qui fasse mourir les gens, c'est son problème, mais qui disent que c'est de l'homéopathie, c'est de l'abus de confiance. Bon, il y en a d'autres aussi, c'est l'enseignement actuel, par exemple, en homéopathie, enfin, c'est qu'il est repris plus ou moins par les laboratoires homéopathiques, qui ont quand même comme souci premier de rentabiliser leur affaire. Donc eux, ce qu'il faut, c'est qu'on prescrive. Et non, enfin, c'est surtout ça le premier truc. Or, il est sûr que